De nombreux inquisiteurs sillonnent la galaxie en ne s'en remettant qu'à leur propre jugement pour accomplir leur mission. Cependant, il est dans la nature humaine de rechercher le consensus, une voie commune sur laquelle s'engager, et les inquisiteurs ne sont pas différents. L'implantation dogmatique variée peut étendre de plusieurs siècles la vie d'un inquisiteur. Des siècles à lutter sans relâche contre les forces du mal. Des siècles passés à étouffer les complots ou à croiser le fer avec les pires abominations de la galaxie. Si un inquisiteur ne meurt pas prématurément, une simple posture défensive ne suffira pas à lui prodiguer la résolution dont il aura besoin jusqu'à la fin de sa longue existence. Beaucoup ne trouveront pas la force de lutter si longtemps s'ils ne font que ralentir l'inévitable déclin de l'humanité. Ils ressentiront le besoin de tendre vers un ultime objectif, le besoin d'adopter une posture offensive pour triompher de leurs ennemis une bonne fois pour toutes et extraire enfin l'humanité d'un cycle de guerre éternelle. À travers les époques, il y a eu des dizaines de philosophies différentes au sein de l'Inquisition, chacune étant considérée par ses adhérents comme l'unique voie de salut pour l'humanité. Bien qu'elles soient souvent adoptées avec la même ferveur qu'une croyance religieuse, ce sont pourtant des théories fondées sur la raison. Les inquisiteurs sont avant tout des hommes et des femmes pragmatiques. Ils préfèrent les connaissances aux croyances. Chacune de ces philosophies est née d'une simple idée, mais elle a ensuite été mise à l'épreuve avec tous les outils dont disposait son instigateur. Si un inquisiteur adopte une philosophie, ce n'est pas dans un élan de spiritualité, mais parce qu'il en est venu à reconnaître ses principes comme une indéniable vérité. Cependant, pour chaque inquisiteur voué à une certaine philosophie, il y en a toujours au moins un qui la considère comme une dangereuse folie et cherche à en détruire toute trace. Après tout, le credo « ne faire confiance à personne » est au cœur de l'Inquisition, et cela s'applique tout autant, ou peut-être même davantage aux autres inquisiteurs. L'origine des Tauriens remonte à l'âge de l'apostasie, lorsque le seigneur Gojvandayer fut renversé par Sebastian Tor. Pour certains inquisiteurs, il était évident que sans la grâce de l'empereur, ce simple prêcheur n'aurait jamais pu destituer le plus grand tyran que l'Imperium ait connu après Horus, et que Sebastian Tor était donc investi de pouvoir divin. Telle fut la base de la philosophie taurienne. L'empereur pouvait se réincarner pour accomplir sa volonté. Ayant été mortellement blessé par Horus, il avait dû quitter le royaume des mortels, mais il pouvait encore choisir des êtres de chair et de sang pour lui servir de réceptacle. Le cadavre maintenu en stase sur le trône d'or n'est pas l'empereur, ou du moins il ne l'est plus, car son esprit vogue désormais à travers toute la galaxie, poursuivant son œuvre, insufflant sa divine volonté chez ceux qu'il a choisis. Mais ces élus sont des réceptacles fragiles, de frêles carcasses qui ne peuvent contenir qu'une fraction du pouvoir de l'empereur. Comme tout mortel, ils vivent, ils déclinent, ils meurent, et restent soumis aux caprices du destin au cours de leur brève existence. Mais qu'arriverait-il si l'empereur pouvait se réincarner dans un corps digne de recevoir l'âme d'un dieu? Un corps qui ne connaîtrait ni les affres de la maladie, ni celles de la vieillesse. Un corps qui ne faillirait pas, et dont la chair pourrait relayer la pleine puissance de l'empereur pour l'éternité à venir. Les Tauriens croient qu'une telle chose est possible, et qu'il leur appartient de trouver un corps digne de recevoir l'âme de l'empereur. En substance, ils sont convaincus que l'empereur doit pleinement ressusciter pour mener l'humanité vers sa destinée, le règne sans partage sur toute la galaxie. Les Tauriens étudient les différentes manières dont la conscience des êtres vivants et l'énergie warp semblent liées. Ils explorent les mystères de la possession démoniaque et des manifestations physiques d'autres entités du warp, tentant de comprendre les règles qui régissent la relation entre le matérium et l'immatérium. Ils rêvent de trouver un jour un hôte à la hauteur de la magnificence de l'empereur, puis de parvenir, grâce aux rituels appropriés, à guider son esprit dans son nouveau corps, permettant ainsi à l'empereur de marcher à nouveau parmi les mortels.
Les tauriens se retrouvent le plus souvent dans les rangs de l'Ordo Malleus, où ils peuvent étudier l'influence des créatures du Warp, essayant de comprendre de quelle manière l'Empereur manifeste sa divine volonté dans l'univers matériel. Quelques-uns peuvent être trouvés au sein de l'Ordo Hereticus, profitant de leur place pour découvrir le plus d'informations possible sur Sebastian Thor et les autres saints de la longue histoire du Ministorum. Il existe un certain nombre de cultes et factions résurrectionnistes dans l'Ecclésiarchie, servant de réseau d'informateurs et de main-d'œuvre aux inquisiteurs tauriens. Il n'y a en revanche que très peu de tauriens dans l'Ordo Xenos, mais ces derniers pensent pouvoir trouver, à l'aide des technologies extraterrestres et notamment Eldar, le moyen d'accomplir leur but. Les détracteurs des tauriens affirment que même s'il était possible de ressusciter l'empereur, cela provoquerait un schisme bien plus grand et plus terrible que toutes les hérésies et les guerres civiles que l'Imperium a déjà connues. Croyants et non-croyants s'affronteraient violemment, et une grande partie de l'Imperium serait certainement détruite dans la guerre de religion qui s'ensuivrait. Et quand bien même cela n'arrivait pas, personne ne sait ce qu'il est advenu de l'empereur lors de son ascension, ni s'il conserverait ses pouvoirs une fois réincarné. Mais la question la plus importante demeure, comment le phare de l'Astronomicon pourrait-il continuer à guider les navires dans le Warp si l'empereur n'était plus sur le trône d'or? La plupart des inquisiteurs rejettent le mythe fondateur de la philosophie taurienne, et même ceux qui souscrivent à leur interprétation de la vie de Sebastian Thor ne se rallient pas forcément à leur cause. Au mieux, ils pensent que la quête des tauriens n'aboutira jamais. Au pire, ils la considèrent comme une hérésie de plus à combattre. Les plus farouches opposants aux tauriens refusent que l'on risque de détruire les fondations même de l'Imperium pour des suppositions. Les tauriens, quant à eux, affirment que le troupeau est perdu sans son berger, et que pour mettre un terme au déclin de l'humanité qui dure depuis 10 000 ans, l'empereur doit être là pour mener son peuple, à la fois physiquement et spirituellement. Au cours du IIIe siècle de M33, l'inquisiteur Goldo écrivit un traité intitulé « Monodomination, du droit de l'homme à régner sur la galaxie au nom de l'empereur tout-puissant ». Dans ce très long document, il compila l'ensemble des pensées que près de 400 ans au service de l'empereur lui avaient inspirées. Sa conclusion finale revenait à déclarer que l'humanité ne pourrait survivre que si toutes les autres espèces intelligentes de la galaxie étaient exterminées. À l'époque, cette vision résolument pessimiste ne trouva pas beaucoup de sympathisants, et Goldo fut rapidement décrit comme un inquisiteur dévot mais sénile, ayant perdu toute confiance en la supériorité naturelle de l'humanité. Sa haine et sa méfiance à l'endroit des Xénos étaient largement partagées, mais pas son aveu de faiblesse selon lequel toute espèce pouvait potentiellement détrôner l'humanité. Cependant, plusieurs siècles plus tard, l'inquisiteur Géréminus de Paelutia raviva le credo de la monodominance et jura d'accomplir la vision de Goldo. Depuis lors, cette idée a rencontré un niveau de popularité variable parmi les inquisiteurs. Le but des partisans de la philosophie monodominante est simple: détruire tous les ennemis de l'Imperium par tous les moyens possibles. Ils n'ont absolument aucune tolérance pour les comportements qui dévient de ce credo. Pour eux, il n'existe aucune raison valable de commettre l'hérésie, de contempler l'hérésie ou d'accepter l'hérésie. Sont coupables d'hérésie le mutant, le Xénos, le Psyker, le déviant religieux et tous les autres êtres qui ne se conforment pas à leur vision du serviteur impérial pur et loyal. Ceux qui, par lâcheté ou par intérêt, ne luttent pas suffisamment contre les déviants se rendent eux-mêmes coupables d'hérésie. En somme, est hérétique quiconque ne se comporte pas comme un monodominant. La philosophie monodominante ne prévoit qu'un seul châtiment, la mort. L'humanité est engagée dans une guerre pour la survie de son espèce, et les monodominants espèrent que s'ils tuent suffisamment d'extraterrestres et de déviants, la sélection non naturelle prévaudra et l'homme s'élèvera jusqu'à la position de maître incontesté de la galaxie. Les monodominants sont particulièrement intransigeants et auront recours à la solution finale d'Exterminatus plus souvent que les autres inquisiteurs.
De manière singulière, les membres de cette faction agissent rarement en secret et clament bien haut et fort leurs opinions. Ils utilisent leur prestance pour attiser la xénophobie et la haine, poussant des foules de citoyens fanatisés à purger leur propre rang des hérétiques qui menacent leur avenir. Ils se montrent impitoyables et inflexibles, convaincus qu'aucun sacrifice n'est trop grand lorsqu'il en va de la mort ou de la survie de l'humanité tout entière. Les monodominants sont généralement les plus jeunes et les plus fougueux membres de l'Inquisition. Ils sillonnent l'Imperium en ne laissant derrière eux que dévastation. Leur intransigeance provoque naturellement de nombreux et malencontreux affrontements avec les inquisiteurs ayant une ligne de conduite moins stricte et moins rigide que la leur, car les monodominants considèrent, à juste titre, que le fait d'être un membre de l'Inquisition n'immunise pas contre l'hérésie. Les monodominants sont présents dans tous les ordos de l'Inquisition, mais n'appartiennent le plus souvent à aucun d'entre eux, traitant les hérésies indifféremment. Ils sont fréquemment associés à des cultes militants extrémistes, tels que les rédemptionnistes, et font très souvent appel aux ressources du Ministerum pour accomplir leur mission. Bien entendu, la plupart des inquisiteurs trouvent les monodominants particulièrement étroits d'esprit et rigides, et pensent qu'ils font plus de mal que de bien avec leurs purges excessives. Le début du 41e millénaire fut marqué par une ère de reconstruction matérielle et spirituelle pour l'Imperium. Un grand conclave fut tenu à Gatalamor, sur le mont Amalat, où des dirigeants et des hauts dignitaires de toutes les organisations impériales se réunirent pour renouveler par milliers leur vœu de loyauté envers l'empereur et l'humanité. Cette assemblée inspira le commandeur stellaire Macarius dans sa conquête de près d'1 millier de planètes. Durant la même période, un courant d'optimisme parcourut l'Inquisition. Il était dit que, de nouveau, tout se déroulait comme l'avait planifié l'empereur, mettant ainsi fin à la sombre période du règne de sang et du fléau de l'incroyance. Un grand nombre d'inquisiteurs rejoignirent le mouvement amalatien, croyant qu'il était de leur devoir de sauvegarder cette force mystérieuse qui animait l'Imperium à l'époque. Ils luttèrent pour maintenir le statu quo, pourchassant toute personne ou secte qui menaçait de déstabiliser le pouvoir de l'Imperium. Ils sont à l'heure actuelle moins concernés par les crimes d'hérésie, de mutation ou de sorcellerie, sauf dans l'hypothèse où ils menaceraient l'équilibre précaire de l'Imperium. Les Amalatiens essaient avant tout d'empêcher les conflits politiques entre les différentes organisations impériales, prônant l'unité pour renforcer les institutions. Le changement est considéré comme la menace la plus importante, car le changement est généralement annonciateur de désastres. Alors que d'autres inquisiteurs cherchent à apporter à l'humanité une révélation ou un signe qui lui permettrait d'atteindre un nouvel âge d'or, les Amalatiens préfèrent laisser les choses suivre leur cours. Ils accusent les inquisiteurs des autres philosophies d'arrogance lorsqu'ils prétendent savoir quelle est la volonté de l'empereur. Ils pensent que l'empereur exécute ses plans seul, sans l'influence des autres. Il incombe donc à l'Inquisition de maintenir l'Imperium tel qu'il est pour qu'il puisse continuer son travail. Les simples mortels, même membres de l'Inquisition, n'ont pas à essayer de deviner les desseins du divin empereur. L'Imperium est l'incarnation de l'empereur, et protéger l'Imperium revient à le protéger lui-même. Les Amalatiens travaillent sans relâche pour éradiquer les factions et les cultes qui menaceraient de déstabiliser les institutions établies. Ils soutiennent ouvertement les organisations gouvernementales et leur accordent une énorme liberté d'action pour maintenir leurs intérêts et leurs positions, tant que cela ne menace pas d'autres organisations. Ils tentent d'étouffer toute tentative de changement et adhèrent sans réserve aux croyances de leur temps. Les membres de la faction amalatienne peuvent être trouvés dans tous les ordos de l'Inquisition, chacun essayant de protéger l'Imperium des extraterrestres, des cultes, des schismes religieux et de la mutation. Ils travaillent souvent en coopération avec des membres d'autres agences impériales, car les intérêts de l'Adeptus Mechanicus, des commandants impériaux et du Ministerum sont les intérêts de l'Inquisition.
Il collabore beaucoup avec les Adeptus Arbites et les forces locales de sécurité dont le devoir est de défendre la loi impériale, et donc l'Imperium. Le xantisme est l'une des plus anciennes philosophies de l'Inquisition. Son nom vient du maître inquisiteur Zaranchek Xanthus, qui fut condamné comme hérétique au début du 32e millénaire. Xanthus était accusé d'être un adorateur du chaos, et bien qu'il eût clamé son innocence jusqu'au bout, il fut exécuté par une équipe de purification de l'Inquisition. Xanthus maintint envers et contre tous qu'il était resté pur, bien qu'il eût admis avoir parfois utilisé les forces du warp et du chaos pour accomplir sa mission. Ce furent ses affirmations sur la possibilité de contrôler un tel pouvoir sans corruption de l'esprit qui furent reprises plusieurs siècles plus tard par d'autres inquisiteurs. Le but ultime des Xanthites est de parvenir à dompter le pouvoir du chaos pour servir l'humanité. Ils croient que le chaos ne peut être vaincu, car il n'est que le reflet psychique de l'homme. Toutefois, les énergies créées par cette force peuvent être canalisées pour le bénéfice de l'humanité. Cela ne signifie nullement qu'ils souhaitent jeter l'Imperium entre les griffes des dieux du chaos, mais plutôt qu'ils veulent capturer l'essence du chaos et l'utiliser à des fins bénéfiques. De la même manière que le warp, et donc le chaos, permet des voyages interstellaires, que les astropathes et les psykers œuvrent pour le bien de l'Imperium, les autres facettes du chaos peuvent selon eux être contrôlées et maîtrisées au bénéfice de l'humanité. Les Xanthites explorent tous les aspects du warp et ne rebroussent chemin que lorsqu'ils y sont obligés. Ils ont souvent recours à des connaissances impies, des artefacts corrompus par le chaos, des armes démons et d'autres objets hérétiques, considérant leur pouvoir comme le meilleur outil pour combattre le démon, l'hérétique et l'extraterrestre. Il existe parmi eux des individus dont les convictions sont encore plus extrémistes, connus sous le nom d'Horusiens. Les Horusiens pensent que le primarque Horus était investi d'une puissance inouïe, mais que l'opportunité d'utiliser de tels pouvoirs fut gâchée. Ils pensent qu'un nouvel Horus, investi d'une grande quantité d'énergie du warp, peut être créé, mais cette fois-ci dans le but de veiller sur l'humanité. La grande majorité des inquisiteurs considèrent que les Xanthites, et plus particulièrement les Horusiens, marchent en équilibre au bord d'un précipice. Les Xanthites sont généralement des individus arrogants et dangereux, car ils jouent avec des forces qu'ils ne comprennent pas complètement. Les inquisiteurs puritains méprisent particulièrement les Horusiens, qu'ils perçoivent comme les pires des hérétiques avec leur volonté de créer un faux prophète démoniaque. Toutefois, étant l'une des plus anciennes philosophies de l'Inquisition, et incluant un grand nombre de membres influents, seuls les plus courageux inquisiteurs se dressent contre les Xanthites. La plupart du temps, comme ce fut le cas pour Xanthus en personne, quelques-uns vont faire cause commune contre un Xanthite en particulier, dans le but de rendre la justice contre des hérésies qu'ils auront constatées. Leurs associations avec les entités du warp et les démons font que beaucoup de Xanthites et d'Horusiens font partie de l'Ordo Malleus. Ils sont souvent liés avec des cultes du chaos et sont connus pour créer leur propre secte dont le but est de trouver d'anciens artefacts démoniaques. D'après la philosophie recongrégationniste, l'Imperium est corrompu et décadent. Il ne sert plus le but dans lequel il a été créé, et l'humanité survit en dépit de ces gigantesques institutions plutôt que grâce à elles. Les immenses édifices de l'Imperium et la foule de politiciens et de bureaucrates qui les peuplent doivent être rasés et reconstruits sur de nouvelles bases. Si l'Imperium n'est pas remplacé, il finira par s'effondrer brutalement et l'humanité deviendra la proie des milliers de dangers qui la guettent. Les recongrégateurs tentent de déstabiliser les organisations impériales de l'intérieur, remplaçant les personnes corrompues ou trop conservatrices par des hommes aux idées plus radicales et novatrices. De nombreux inquisiteurs craignent de tout changer trop vite, préférant modifier subtilement les institutions pour les modeler à leur volonté.
Des changements trop directs pourraient accélérer la chute prématurée de l'Imperium, provoquant ainsi un désastre irréparable. Naturellement, les recongrégateurs appartiennent le plus souvent à l'Ordo Hereticus, ce qui leur permet d'apprendre plus facilement les informations qu'ils désirent. Ils aident parfois des sectes anti-impériales, altérant la philosophie du culte pour mieux correspondre à la leur. Ils n'hésiteront pas à utiliser la force si cela leur permet d'atteindre leurs objectifs plus rapidement. Il est facilement compréhensible que les recongrégateurs soient fréquemment pris dans des rixes contre les partisans de la philosophie amalatienne, car les deux croyances sont diamétralement opposées. Ces affrontements peuvent entraîner des conflits plus importants alors que des inquisiteurs des deux factions s'opposent d'un côté pour maintenir un gouvernement en place et de l'autre pour le destituer. Le plus grand conflit à avoir touché l'humanité est sans nul doute possible l'hérésie d'Horus. La Grande Hérésie, comme elle est parfois appelée, commença avec le bombardement bactériologique de la planète Istvan III par le primarque renégat Horus. Bien que cette époque vit la destruction de planètes entières et des ravages à une échelle inimaginable, certains inquisiteurs pensent que ce fut là la première pierre du nouvel impérium. L'hérésie d'Horus provoqua de grands changements au niveau de l'organisation militaire. Les légions Space Marines furent dissoutes, la flotte et la garde impériale furent divisées en deux forces indépendantes, l'empereur atteignit le stade de divinité, et le Ministorum fut créé avec toutes les nombreuses autres organisations qui forgèrent l'impérium tel qu'il est au 41e millénaire. Le but ultime des Istvaniens est de renforcer l'humanité à travers les conflits. Durant les grandes périodes de conflit, les technologies font des bonds en avant et la foi progresse, embrasant toute la galaxie en un instant. L'hérésie d'Horus ne purgea-t-elle pas les légions Space Marines de leurs membres déloyaux à l'empereur? L'âge de l'apostasie ne permit-il pas l'ascension de Sébastien Thor et la refonte de l'ecclésiarchie? Les grandes victoires du commandeur stellaire Macarius ne brillent-elles pas comme des lueurs d'espoir dans l'obscurité de ce millénaire? Voilà les arguments que les Istvaniens avancent pour étayer leurs hypothèses. Ils pensent que l'humanité ne montre sa vraie valeur que lorsqu'elle subit les pires tourments. C'est dans ce but qu'ils tentent par tous les moyens de propager les conflits et les guerres, assurant ainsi un futur à l'humanité. Les Istvaniens attisent le feu de la haine, pour que l'humanité soit toujours vigilante, pour que ses guerriers soient toujours prêts à combattre, et pour que nul ne se croie en sécurité et ne relâche son attention. Ils dressent des factions, et parfois même des planètes entières les unes contre les autres pour que les survivants soient plus forts encore. Les Istvaniens sèment le trouble partout où ils passent, utilisant les phobies et les peurs des commandeurs impériaux, des officiers militaires ou de la population de manière à alimenter la superstition, la suspicion et la violence. Ils œuvrent le plus souvent à faire mûrir des projets d'attentats ou de rébellions à grande échelle, juste pour pouvoir avertir les autorités, obligeant ainsi les pieux serviteurs de l'Imperium à purger la corruption de leur monde. Les Istvaniens font partie de tous les ordres de l'Inquisition, sans distinction aucune. Les autres membres de l'Inquisition n'accordent aucune confiance aux Istvaniens, car ils ne comprennent pas leurs motivations. Leurs opposants soutiennent qu'au lieu de renforcer l'humanité, les activités destructrices des Istvaniens affaiblissent et déstabilisent l'Imperium, menaçant ainsi de détruire ce qui a été si long à construire. Bien trop souvent, un inquisiteur enquêtant sur des cultes hérétiques désireux de détruire l'Imperium se retrouve face à une secte aidée ou dirigée par un Istvanien. De telles rencontres se terminent généralement de manière sanglante, car les Istvaniens sont des individus violents et extrêmes dans leurs réactions. Malgré les nombreux antagonismes qui opposent ces différentes philosophies, elles ont pourtant coexisté à travers les siècles. Contrairement à toute autre organisation de l'Imperium, où l'obéissance stricte à des règles établies est de mise, la diversité de pensée et le libre arbitre ont toujours été au cœur de l'Inquisition.
Certains inquisiteurs s'emploient à éradiquer ce qu'ils perçoivent, à tort ou à raison, comme une hérésie. Les conflits sont fréquents et des guerres ouvertes entre inquisiteurs ont déjà éclaté. Mais il en va de ces philosophies comme de toute autre idée. Elles sont bien plus difficiles à tuer que les hommes qui les professent.